Bienvenue à Arrêt sur le monde. L'événement est historique. La République démocratique du Congo a connu en janvier la première transmission pacifique du pouvoir depuis son indépendance. Pas de coup d'État, pas d'assassinat, mais il y a un bémol. Celui qui a été déclaré vainqueur ne serait pas celui qui a récolté le plus de voix. La République démocratique du Congo, avec une population de 80 millions d'habitants, égale à 1/10 de la population totale de l'Afrique. Les ressources de minerais du pays sont considérées parmi les plus riches de la planète, mais les 2/3 des habitants vivent avec moins de 2 $ par jour. Ancienne colonie belge, la RDC accède à son indépendance en 1960. Joseph Kabila arrive à la tête du pays en 2001, après l'assassinat de son père Laurent-Désiré Kabila, qui avait renversé le dictateur Mobutu quelques années plus tôt. La Constitution lui interdisant de solliciter un troisième mandat, il n'était donc pas candidat à l'élection présidentielle du 30 décembre. Parmi les principaux aspirants à sa succession, son dauphin, Emmanuel Shadari Ramazani, Martin Fayulu, candidat de l'opposition officielle, et Félix Tshisekedi, fils de l'opposant historique du président Kabila, Étienne Tshisekedi. Les résultats provisoires du scrutin ont été annoncés par la Commission électorale nationale indépendante le 10 janvier. Contre toute attente, Tshisekedi arrive vainqueur avec plus de 38 % des voix. Mais la Conférence épiscopale nationale du Congo, représentante de l'Église catholique ayant déployé 40 000 observateurs dans les bureaux de vote, arrive avec un tout autre résultat. Fayulu l'a emporté avec plus de 60 % des voix, alors que Tshisekedi arrive seulement en troisième place. Fayulu a déposé un recours pour demander un recomptage, mais la Cour constitutionnelle l'a rejeté le 20 janvier et ainsi officialisé la victoire de Tshisekedi, qui a été investi 4 jours plus tard. L'Assemblée nationale reste quant à elle favorable au clan Kabila, donnant à Tshisekedi peu de pouvoir législatif. De par sa position actuelle, l'ex-président Joseph Kabila pourrait également être nommé à la tête du Sénat. Alors, la RDC peut-elle aspirer à davantage de démocratie? C'est la question qu'on va poser à notre invité qui est en studio avec nous, Sidney Leclerc, chercheur invité au Cerium et chercheur à l'Université libre de Bruxelles en Belgique. Il se penche notamment sur les processus de renforcement de l'État et de démocratisation en Afrique des Grands Lacs. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Dites-nous d'abord, M. Leclerc, est-ce que les résultats des élections congolaises, est-ce que le processus électoral en soi représente un progrès démocratique au Congo? Un progrès démocratique, je ne dirais pas. Je pense que c'est une victoire politique, à la fois peut-être pour la majorité présidentielle du clan Kabila, une victoire politique aussi pour une partie de l'opposition, donc celle de Félix Tshisekedi, qui a été élu président. Néanmoins, largement un espoir démocratique, puisque on peut quand même voir qu'il y avait un certain nombre d'aspects positifs à cette élection, mais aussi une défaite démocratique, puisqu'il semblerait que les élections, en tout cas les résultats qui ont été annoncés, ne correspondent pas aux résultats des urnes. On reviendra à cet aspect plus précisément dans quelques instants, mais sur le processus électoral, vous parliez d'aspects positifs. Qu'est-ce que vous avez noté de positif dans ce processus? Il y a plusieurs éléments. Alors, on a beaucoup évoqué, et vous l'avez aussi évoqué dans le petit reportage, une transition finalement pacifique, sans grande violence. Donc, ça, effectivement, c'est un élément important. Je pense qu'il y avait aussi un grand espoir et finalement des grandes aspirations démocratiques au Congo. Quand on voit les files d'attente qu'il y avait dans les bureaux de vote, quand on voit qu'il y a certains territoires qui ont été exclus du processus électoral pour le vote de décembre, qui ont été reportés au mois de mars, et là, les citoyens sont organisés pour voter symboliquement. Donc on voit quand même qu'il y a une démarche, une aspiration démocratique. Oui, parce que c'est important de préciser, dans certaines régions du pays, notamment en raison des violences dans l'Est, par exemple, le scrutin a été reporté. Alors les gens vont voter, mais plus tard dans l'année, mais on connaît déjà le résultat. C'est un peu particulier. Effectivement, donc ça pose deux problèmes, évidemment, en termes de résultats. Et puis, en fait, la population de ces 3 territoires dans lesquels le vote a été reporté, eh bien, représente à peu près 1,2-1,3 million d'électeurs. Or, la différence qui a été annoncée entre le premier, donc Félix Tshisekedi, et le second, Martin Fayulu, est d'à peu près 680 000. Donc, ces États pourrait faire pencher la balance. Pourrait faire pencher la balance. Et donc, ça pose véritablement un problème si les résultats qui sortiront de l'élection au mois de mars diffèrent de ceux qui ont été annoncés, encore une fois, par les autorités congolaises. Est-ce que ce cas de figure a été prévu?
Je ne sais pas s'il a été prévu. En tout cas, il pose un vrai souci et mais je doute que ce soit le cas. Je pense que là maintenant, la Cour constitutionnelle a validé le scrutin et à mon avis, tout retour en arrière est pour l'instant assez inenvisageable. Alors, revenons à ce processus électoral. Quelques aspects positifs, quelques aspects négatifs aussi, notamment le résultat qui semble ne pas concorder. Mais sinon, dans l'ensemble, qu'est-ce que le Congo doit encore travailler d'un point de vue organisation d'élections? Je ne sais pas si on peut parler de travailler. Je pense que ce sont les Congolais qui doivent au final arriver à cette concordance entre le résultat des urnes et le processus, puisque ce qu'on voit, alors c'est un autre aspect peut-être positif, c'est que ce sont les Congolais qui ont organisé les élections. Sans aide étrangère. Sans aide étrangère, alors peut-être pas pour les bonnes raisons, mais néanmoins c'était le cas. Mais après, encore une fois, il faut que l'élite politique congolaise, en tout cas celle qui est arrivée au pouvoir et celle de Kabila, finalement passe au-delà de la mobilisation et d'une forme d'instrumentalisation des outils et des institutions et des processus de la démocratie, finalement pour faire passer certains arrangements, comme ça semble être le cas avec les élections. Parce qu'on parle beaucoup de la présidentielle, mais les résultats des législatives qui se tenaient au même moment font en sorte que le clan Kabila conserve quand même la mainmise pratiquement sur, en tout cas, plusieurs des leviers du pouvoir. Tout à fait. Je pense qu'on peut largement dire, alors ça va encore se dessiner dans les prochaines semaines avec la nomination du gouvernement et la répartition des postes clés, mais il semble clair que le président Kabila a quitté la présidence, mais qu'il reste, entre guillemets, au pouvoir. D'autant plus, effectivement, s'il devient président du Sénat, il deviendra alors la deuxième figure de l'État, et s'il arrivait quoi que ce soit au président, il deviendrait lui-même... Ah oui, c'est ce que prévoit la Constitution. Normalement, oui, effectivement, oui. Ça devient le deuxième personnage de l'État. Ah oui. Alors justement, qu'est-ce que ça lui donne comme pouvoir, outre la possibilité éventuellement de succéder au président, d'être sénateur à vie? Alors, ça donne tous les pouvoirs législatifs, même, je dirais, une révision constitutionnelle. Après, il y a beaucoup de discussions entre les constitutionnalistes actuellement pour savoir quelle marge de manœuvre, finalement, va avoir ou va prendre le président Tshisekedi. Est-ce qu'il va pouvoir mettre en place un programme économique, social? Quelle marge de manœuvre il va avoir face à la corruption, et notamment liée aux ressources naturelles, qui sont une énorme question en République démocratique du Congo. Donc, voilà, ça va être quelle légitimité aussi va pouvoir avoir le président Tshisekedi compte tenu du contexte de son élection, et est-ce que le clan Kabila, qui va donc détenir à la fois le Parlement et le Sénat théoriquement. Oui, parce que donc, le parti de Kabila est majoritaire à l'Assemblée législative. Il a la majorité absolue au Parlement, et il a gagné les élections de l'Assemblée provinciale, et donc ce sont eux qui vont désigner les sénateurs, qui vont désigner le président du Sénat. Alors justement, vous posiez la question, j'aimerais que vous y répondiez vous-même. Quelle est la marge de manœuvre du président Tshisekedi dans tout ça? Ça, c'est la grande question, je pense, des prochaines semaines et des prochains mois, puisqu'il a une marge de manœuvre très limitée en termes, je dirais, législatifs. En termes exécutifs, ça va être une autre question, mais il va se construire une légitimité. En tout cas, il va tenter. Là, il part aujourd'hui pour une tournée régionale, mais donc il va falloir qu'il se construise une légitimité nationale et internationale. Mais en termes de marge de manœuvre, tout va dépendre de quelle va être la coalition au pouvoir, puisque normalement son Premier ministre, si on respecte les textes, devrait être de la majorité présidentielle. Mais donc la marge de manœuvre, a priori, est assez faible. On parle parfois d'une alternance un peu cosmétique, puisqu'il semblerait que ça soit pas très important. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il est en quelque sorte condamné à décevoir? Je ne sais pas. Je ne sais pas à quelle mesure... tout dépend de quelle est votre audience. Si c'est le parti décevoir les gens qui ont voté pour lui, en tout cas. Alors, voter pour lui, ça, je ne sais pas, parce que tout va dépendre de la manière dont il va essayer de se construire une marge de manœuvre. Mais a priori, effectivement, son marge de manœuvre est très limitée.
voilà, je ne pense pas qu'il ait une grande marge de manœuvre. Il va essayer de la prendre, notamment, il a annoncé dès son investiture la libération des prisonniers politiques. Il y a eu une grande manifestation de l'opposant Martin Fayulu hier ou ce week-end à Kinshasa, et elle n'a pas été émaillée ni de violence ni de répression. Donc voilà, ça peut aussi évoluer positivement pour le respect des libertés, de l'opposition, etc. Quels sont les grands chantiers qui sont devant lui? Il y a beaucoup d'attentes. Il y a énormément d'attentes. Alors les grands chantiers sont faramineux en termes sociaux, en termes de lutte contre la pauvreté, en termes de gouvernance démocratique, de gouvernance économique. La corruption et finalement une économie du conflit à l'Est lié aux minéraux et aux ressources naturelles. Ça, évidemment, ça va être, je pense, les plus grands chantiers pour lui. Est-ce que le fait qu'il cautionne en quelque sorte ce qui semble être un trucage des résultats des élections était la seule porte de sortie possible pour lui? Alors, je ne sais pas si c'était la seule porte de sortie pour lui, mais en tout cas, c'était une porte de sortie que lui aurait proposé le président Kabila et qui était à la fois, comme dirait un professeur de l'Université de Montréal, le professeur Gazibo, à la fois quelque chose qui n'était pas acceptable, mais en même temps quelque chose qui n'était pas refusable non plus. Et ça, à la fois pour le président Tshisekedi et aussi pour la communauté internationale qui privilégie, entre guillemets, une stabilité par rapport à une lutte contre ou une non-reconnaissance du président Tshisekedi qui pourrait amener à des violences, à des épisodes de violence dans le pays. Alors, le président Tshisekedi entame un mandat de 5 ans, normalement. D'ici le prochain scrutin présidentiel, qu'est-ce qui doit être mis en place pour s'assurer que le scrutin soit peut-être un peu plus légitime que celui-ci, et y parviendra-t-il? Alors, je ne sais pas si c'est tant des éléments qui doivent être mis en place. Il y a des institutions congolaises, il y a, je dirais normalement, tous les éléments d'une démocratie sont là. Après, c'est la manière dont les acteurs vont s'approprier et vont instrumentaliser cette Cour constitutionnelle, cette Commission électorale nationale indépendante théoriquement, les juridictions. Donc finalement, c'est plus les outils qui sont instrumentalisés, qui sont subvertis, que leur non-existence dans le paysage politique. Alors, est-ce qu'il pourra, malgré la faible marge de manœuvre qu'il a, faire en sorte que ces institutions-là aient une plus grande autonomie ou que leur autonomie soit davantage respectée? Parce que dans les textes, elles l'ont, l'autonomie. Il peut essayer. Après, ça va être toute la question de la pérennité, finalement, de l'accord tacite, ou en tout cas qui aurait eu entre l'ex-président Kabila et le président Tshisekedi, sur comment on va se répartir finalement le pouvoir, et est-ce que l'ex-président Kabila a finalement imposé un maintien de ses intérêts économiques liés aux ressources naturelles notamment, pour que cela ne change pas. Et donc, voilà, si c'est le cas, est-ce que le président Tshisekedi va essayer de lutter contre ça? On l'a vu dans d'autres pays que quand un nouveau président arrive, il va essayer lui-même finalement d'aller contre peut-être l'accord initial qu'il y avait et essayer de... Ça serait risqué pour lui. Ça peut être risqué, et notamment puisque il y a plusieurs outils qui seraient à la disposition du président Kabila, de l'ex-président Kabila, pour faire sortir finalement Tshisekedi. Donc, si je résume, les succès du président Tshisekedi vont grandement dépendre de la bonne volonté de l'ancien président Kabila. En tout cas, effectivement, il garde un pouvoir certain au Congo actuellement, en tout cas dans la configuration telle qu'elle est sortie ces dernières semaines. Sidney Leclerc, chercheur invité au Cerium et chercheur à l'Université libre de Bruxelles, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.